Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Lift Talk, toujours en bonne compagnie et vous êtes sur l'émission Lifting Experts et je suis aujourd'hui avec un invité que je devais inviter déjà depuis mais très longtemps et nos emplois du temps communs sont très chargés. Donc ça n'a pas pu se faire et je pense que ça fait au moins ouais, un an et demi qu'on voulait Ouais. faire un épisode et on n'a jamais pu le faire. Donc là, aujourd'hui, je suis très content de recevoir Romain, a.k.a. Sant Maclo sur Insta. Salut mec, comment tu vas déjà? Salut, déjà merci pour l'invitation. C'est vrai que ça fait un moment qu'on reporte chaque fois avec nos emplois du temps respectifs. Donc ça fait très plaisir d'être là. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Donc toi, tu es représentant Romain de l'entité de coaching performance sportive, si je me trompe, si je me trompe pas. Tu as Ouais. aussi un site internet où il y a plein d'informations. On reviendra dessus plus tard. Et justement, pour introduire le podcast, mais même avant ça, moi, je vais faire une introduction. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, abonnez-vous à la chaîne. Notez-nous aussi sur Spotify une note de 5 étoiles, partagez, commentez. Et aussi également pour présenter Lift Trainer, c'est une entité de coaching spécialisée en street lifting. On a aussi une formation Lift Trainer Global. Je vous invite à nous suivre sur Insta. Allez aussi sur notre site lifttrainer.com qu'on a refait récemment. Et donc, Romain, est-ce que justement tu peux te présenter aux auditeurs? Je pense qu'il y a pas mal à dire. Donc, ton parcours sportif qui est conséquent parce que ça fait très longtemps que tu fais du sport. Tu nous diras ton âge aussi entre deux et après aussi ton parcours professionnel. Je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Romain. Alors, on va mettre les pieds dans le plat directement. J'ai 34 ans, donc je suis vieux, mais pas encore assez vieux pour pas faire les masters. Du coup, au niveau sportif, j'ai commencé le sport assez tardivement, entre guillemets, dans le sens où j'ai commencé à 17 ans et demi, mais quand je me suis engagé à l'armée. Donc, de 17 ans jusqu'à maintenant, en fait, j'ai toujours fait du sport de façon intensive. Donc après, en termes de discipline sportive, j'ai pratiqué un petit peu de tout, parce que maintenant, à l'heure actuelle, je suis dans un bureau des sports de l'armée de terre. Donc, ça passe par la course à pied, la natation, les sports de combat, un peu tout ça, de l'escalade aussi, bref. Et en termes personnels, ouais, j'ai toujours eu une accroche pour initialement le street workout, donc vraiment dans la discipline qu'on a tous connue initialement. Même pour les plus anciens, à qui ça parlera, avec les premières vidéos sur YouTube de Vas The Super Saiyan, qui faisait des trucs dans les parcs de street, des trucs monstrueux, des planches et tout ça. C'est vraiment ça qui m'a donné le goût à cette discipline. Et ça remonte à 2012, je pense. Ouais, 2012. Donc, à partir de là, j'ai commencé à me mettre au street, donc à faire quelques tractions lestées, des trucs comme ça, mais surtout du statique avec des planches, etc., etc. Donc voilà. Et c'est naturellement que moi, j'ai plus pris goût pour le street lifting, mais vu que c'était pas encore très structuré à l'époque, je pense que toi, tu as connu ça aussi, Marco, hein, c'était pas du street lifting pur et dur, hein. C'était du set and rep, enfin, je sais pas comment on pourrait le qualifier maintenant, mais je sais même pas si ça existe encore, ces formats-là, mais ouais, du coup, j'ai commencé par ça, des compètes d'endurance de force, qui étaient organisées par les teams comme All Bar, les Soldats du Quai, etc., etc. Et après, quand il y a eu l'émergence du street lifting, là, j'ai fait les premières compètes. Et puis, je crois que j'ai loupé quelques compètes après le Covid, mais après, je crois que j'ai les ai toutes faites chaque année. Donc voilà, jusqu'à nos jours, brièvement, parce que c'est assez retranscrire 17 ans, c'est quand même c'est assez compliqué. Et, et au niveau justement de ton parcours de formation et professionnel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi?
Ouais, alors du coup, initialement, moi, je me suis formé au sein de l'armée, donc à savoir que les qualifications militaires sont valables aussi dans le civil. Donc, les formations que j'avais dans le civil me donnaient des équivalences par rapport à des CQP, des trucs comme ça. Mais en parallèle, je voulais vraiment, c'est vraiment à titre perso, je voulais vraiment avoir le BP, etc., etc. Donc, j'ai été faire former aussi pour acquérir le BP dans le domaine civil. Je voulais pas juste me contenter des formations militaires, c'était surtout initialement pour voir si les informations étaient les mêmes qu'on apprenait en formation. Et au final, pour un BP, que ce soit au niveau armée de terre ou au niveau civil, enfin, on enseigne les mêmes choses au niveau physiologique, etc., etc. Donc voilà, donc j'ai un aide moniteur EPMS, j'ai un BP, j'ai diverses formations, mais qui ne sont pas référencées au RNCP. Et là, récemment, j'ai passé un DE GEPS, HMF1, haltérophilie musculation à force athlétique. Donc, qui est le plus haut niveau, entre guillemets, dans les sports où on parle encore de force. Après, tu n'as plus de spécification pour force athlétique, par exemple. Voilà. Ok, donc un gros parcours de formation. Toi, justement, pour te poser la première question, est-ce que tu penses que genre un coach aujourd'hui, il doit beaucoup se former pour être un bon coach ou juste le fait de regarder ce qui se passe sur les réseaux, ça suffit? Tu vois, elle est assez contextuelle, ta dernière question, enfin, cette question, parce que tu vois, en passant le DE, quand je suis passé devant le jury, tout ça, ils m'ont posé beaucoup de questions, tu vois, sur l'aspect financier, trucs comme ça, blablabla. Et en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, pourquoi je passe cette qualification? Donc c'est bien, hein, ça me fait une qualification en plus qui est un bon niveau. Je ne sais plus si c'est bac plus 2 ou plus 3. Enfin bref. Mais je me suis dit, en fait, est-ce que ça va vraiment me servir par la suite, cette formation? Eh ben, je trouve que pas tellement finalement. Donc, pour répondre à ta question, avoir un haut niveau de qualification, non, je ne pense pas. Moi, j'ai beaucoup plus appris auprès d'autodidactes, tu vois, des gens sur les réseaux, trucs comme ça, qui étaient des purs passionnés. Pour moi, les purs passionnés, tu apprends beaucoup plus avec eux qu'avec des mecs qui sont censés avoir des bacs plus 5, etc., etc. Parce que entre la théorie et la pratique, mais il y a un fossé, mais monumental, tu vois. Et je le vois bien, il y en a beaucoup qui te sortent des termes hyper scientifiques. Alors, ok, ça, tu sors de cours, c'est encore frais dans ta tête, mais en fait, tu sais pas vraiment l'appliquer au terrain, tu vois. Et donc, des mecs qui me parlaient, mais en schématisant très vulgairement les choses, et bah, je me dis, ouais, en fait, lui, il sait comment amener l'athlète d'un point A à un point B, peu importe le truc, tu vois. J'ai souvenir d'un mec, un gamin de, je sais plus, 14 ou 15 ans qui m'avait donné des conseils pour la full planche à l'époque où je voulais faire la full planche. Je dis, putain, le mec, il a ce niveau de connaissance à son âge, quoi. Mais parce que il dédie sa vie à vouloir acquérir cette compétence-là, tu vois. Donc, avoir un haut niveau, non. Par contre, je considère quand même qu'il faut avoir quelques bagages. Et c'est vrai que dans le domaine de BP ou enfin, un truc comme ça, on t'enseigne les bases physiologiques, les filières, la programmation, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir un petit pécule, tu vois, un petit pécule de connaissances. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le pousser à l'extrême pour acquérir les choses, tu vois. Voilà, c'est mon avis après, hein. Et moi, justement, tu disais, tu te posais la question quand tu étais en train de le passer là, le dernier diplôme, en gros, est-ce que c'est vraiment utile ce que je suis en train de faire? Et quand tu dis qu'il te posait des questions sur le côté financier, entrepreneurial et tout, tu trouvais qu'ils étaient à la masse par rapport à la réalité ou c'est juste que ce dont ils parlaient, c'était pas en cohérence avec ce que toi t'attendais vraiment de ce DE? Ouais, pour moi, le DE, c'était un. Parce que l'aspect financier, tout ça, c'était déjà abordé, moi, quand je l'avais fait sur le BP, tu vois, un peu, un peu plus succinctement, mais je l'avais quand même abordé. Et donc, je m'attendais quand même à avoir un peu bah, de, de notions sur la programmation. Et surtout, Ok. j'attendais aussi, alors c'est peut-être aussi personnel, hein, mais j'attendais aussi sur la planification, parce que en BP, on voit beaucoup la programmation.
Et je me suis dit, au DE, je vais voir surtout la planification. C'est là où je voulais vraiment un peu développer un peu les choses, tu vois. En plus, j'avais fait des fiches d'action sur le street lifting. Je t'avoue que j'étais un petit peu déçu d'avoir aucune question sur ça, tu vois. Je me suis dit, les gens Mm. ne vont pas connaître. C'était un jury qui était assez, qui avait de l'expérience, tu vois. Donc, je m'attendais quand même à avoir des questions sur la planification, que ce soit en haltéro, parce que j'avais fait haltéro, force athlétique, street lifting, et j'ai rien eu. Donc, il y a aussi un petit côté personnel où je me dis, j'ai pas pu échanger, tu vois, par rapport à ça. Et ça m'a un petit peu frustré de parler que de l'aspect financier, tu vois, gestion d'une entreprise, des coûts, blablabla. Ouais, c'est important, mais il y a pas que ça non plus, tu vois. À la base, si on fait ce sport, enfin, si on fait ce métier, pardon, c'est aussi pour accompagner des athlètes, tu vois. Il n'y a pas que l'aspect financier non plus. Donc, il y a aussi un petit côté personnel où je suis un peu frustré de ne pas avoir eu des Ouais. questions par rapport à ça. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, moi, là, là-dessus, je te rejoins pas mal. Le fait que c'est bien d'avoir un minimum de formation. Mais c'est vrai que les formations qui sont proposées aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement généraliste et Mm. vous n'allez pas du tout rentrer dans les spécifications de chaque sport. Vous allez parler en vrai très très peu, moi qui ai passé un BP, très très peu de programmation et planification. Moi, je m'en rappelle, c'était grand max ouais, 4 heures de cours quoi, hein, sur le programme. Donc, c'est très, très peu. Et puis, ça parle de la prépa physique, souvent pour des sports d'équipe, des choses comme ça. Enfin, en fait, c'est plus les terminologies, mais on rentre pas vraiment dans la logique, en fait. Enfin, c'est vrai qu'on est souvent déçu en fait les formations. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant de les passer. C'est voir si ce qu'il y a dedans, ça va nous convenir. D'ailleurs, les formations d'État, moi je trouve que c'est assez flou hein, le programme. En fait, Mm. tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Alors que les formations privées, généralement, c'est beaucoup plus détaillé, etc. Et en fait, je trouve qu'ils se reposent quand même vachement sur leur laurier. Alors, il y a des formations, moi je vois comme le CQP, la ABD Formation, et la branche justement de Annecy tenue par mon pote Rudy Koya. Lui, en fait, il fait intervenir des mecs très spécialisés, des hommes et des femmes très spécialisés dans leur domaine, qui rajoutent vraiment une plus-value. Mais si vous avez des intervenants, en fait, je pense que tout joue aussi au niveau des intervenants. Parce que si vous avez des intervenants un peu bidons, des trucs qui vont pas vraiment vous servir et tout, moi je sais que j'avais eu un truc sur le TRX par exemple. Bon, le PRX aujourd'hui, c'est pas trop au goût du jour. Enfin, je trouve que c'est pas un truc qui est très développé. On en parlait beaucoup il y a 10 ans, il y a 15 ans, un truc comme ça. Mm. Mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Et parce qu'il faut savoir que chaque organisme de formation a une enveloppe dédiée à justement des intervenants externes. En fait, ça fait partie de leur budget annuel, hein. Donc, ça a eux aussi de. Mais souvent, en fait, c'est les gens qui proposent des interventions et c'est pas eux qui vont chercher les gens. Souvent ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que. euh, Enfin, voilà, c'est bien d'avoir une base, c'est bien d'avoir aussi le minimum légal pour justement, comment dire, et enseigner en fait la pratique du sport, la pratique du streetlifting. Mais après, c'est à vous de faire vos recherches pour vous orienter vers des formations privées qui vous seront beaucoup plus, enfin, où vous serez beaucoup plus j'ai du mal à trouver mes mots, beaucoup plus satisfait. Et vous ne resterez pas sur votre faim en mode comme Romain là. Ouais, merde, ils m'ont même pas posé de questions Mm. sur des trucs intéressants et ils m'ont parlé que de budgétisation, d'aspect financier et j'étais peut-être pas venu pour ça à la base, quoi. Donc voilà, D'ailleurs, un peu déçu. une petite question pour toi. Tu en as passé, toi, des formations annexes, tu vois, juste parce que tu trouvais le contenu de l'information, tu dis, ah, ça peut être intéressant. Et Ouais.
Moi, j'ai beaucoup, enfin, j'ai fait pas mal de formations en dehors du cadre sportif, justement sur l'aspect entrepreneurial. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis beaucoup, c'est cool hein, de faire aussi des formations liées au sport parce que c'est notre passion. Mais si vous voulez vraiment vivre de ça, c'est pas le genre de formation qui va vous faire gagner des sous, hein. Donc, ouais, j'ai suivi pas mal de formations sur l'aspect business, vente, marketing, même, comment dire, création de contenu, des choses comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être davantage même orienter les choses là-dessus. Et après, parce que c'était un peu la question que je te posais, ouais, le mec, il peut se reposer sur ce qu'il y a sur les réseaux. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a de tout sur les réseaux. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais il y a tout et son contraire. Donc, il faut trier. Nous, à notre époque, Romain, on devait aller chercher l'information. On chinait un petit peu l'information sur les sites, sur les forums, sur les choses comme ça. Maintenant, il n'y a plus du tout ce genre de truc. Les gens, ils sont vraiment dans. Enfin, ils ont du mal même à lire trois slides dans un carrousel Instagram ou regarder 30 secondes de vidéo, c'est déjà beaucoup pour eux. Donc, enfin, vraiment, là-dessus, enfin, nous, en tout cas, on n'a pas du tout évolué à la même période et c'est pas du tout le même truc. Et donc, ouais, moi, j'ai suivi quelques formations sur l'aspect, comment dire, sportif, mais surtout sur l'aspect entrepreneurial et personnel aussi, genre développement personnel et tout. Je Ok, trouve ça aussi important. Ouais. ok. Ouais. Ouais, Et moi, mais les formations qui m'ont le plus appris, bah, c'est que des formations annexes. Tu vois, que ce soit sur l'aspect pédagogie du sport. Je me souviens d'une formation sport de combat où pourtant, je suis pas à fond dans les sports de combat. Bah, putain, l'instructeur, il m'a enseigné des choses. Il dit, ça peut me servir. Et en fait, moi, je suis parti du postulat. C'est pour ça que j'ai continué à en faire des formations annexes. Je me dis, il y a toujours des petits outils à aller chercher dans chaque discipline. Et tu vois, par exemple, j'ai fait une formation aussi en kettlebell sport. Et ben, j'ai dit, ah ouais, en termes de placement, de trucs, j'ai dit, ah ouais, ça, c'est hyper intéressant. Sur la planification, je crois que j'ai jamais autant appris que dans une formation d'altéro, où en finalité, on est à l'INSEP, et là, on échangeait avec l'équipe de France d'altéro, et là, en termes de planification, j'ai dit, ah ouais, là, c'est vraiment très structuré. Et en fait, c'est pour ça que j'ai continué, moi, à faire des petites formations annexes comme ça, qui sont pas du tout référencées au RNCP, hein, mais tu ouais, te dis, je prends des petits outils comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné à travers toutes les formations que j'ai faites depuis ces dernières années. ok. Ouais. Et justement, alors j'avais une question parce que là-dessus, moi, je veux discuter avec toi de la programmation. Euh, la programmation, toi, c'est un truc sur lequel vraiment enfin, tu t'es très intéressé, j'ai l'impression, à cet aspect-là, de la programmation, de la biomécanique aussi, beaucoup. Et aussi, euh, je trouve, parce que bah, moi, je suis ton contenu depuis maintenant des années, et, je suis aussi ton parcours d'athlète, et, et on va dire que des fois, tu as une façon de t'entraîner qui est pas commune comment dire, la majorité en fait de ce qui est fait actuellement. Moi, je parle. Alors moi, je sais que, enfin, j'ai déjà d'ailleurs expérimenté hein, ces formats-là, 5 fois 1, 6 fois 1, etc., avec des grosses, grosses intensités. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu as une façon de t'entraîner bien à toi, même si après le fond, ça reste quand même le même que le reste, enfin que ce qui est fait ailleurs. Est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Et qu'est-ce qui t'a amené, on va dire, à avoir vraiment cette spécificité propre à toi sur l'entraînement? Ouais, c'est marrant parce que justement, moi, c'était aussi un des sujets que je voulais aborder avec toi. C'était qu'est-ce qui doit prédominer ton entraînement, tu vois. En gros, pour schématiser, je me doutais que tu allais me poser un peu ce type de questions.
C'est en gros, je m'entraîne souvent sur des formats très très courts, donc single, où je vais faire ça va dépendre des blocs, mais on va peut-être commencer sur du 3x1 pour finir là. Actuellement, j'ai fait 9x1 à 150 kilos dips, par exemple, mercredi dernier. Donc voilà. En fait, c'est vrai que je me suis, comment dire, je vais essayer de synthétiser un peu tout cela pour que ça rentre un peu en ordre. Euh, Par exemple, encore l'année dernière, il y avait Gwendal en moins de 87, le Belge, là, qui m'avait dit, mais pourquoi tu fais pas de triplé ou au moins des doublés, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui est généralement admis, hein. On va dire en off-saison, tu vas faire un peu plus de volume, en pré-compét, tu commences à être un peu plus spécifique, et puis seulement en compétition, tu deviens très spécifique. Je le sais, tout ça, bien évidemment. Donc, je me suis dit, oui, on va réintroduire ça. Je me souvenais plus pourquoi je restais sur mes formats. J'ai tenu de bloc. Et en fait, pourquoi j'ai tenu de bloc? Parce que, alors, comme je l'ai dit, moi, ça fait 17 ans que je m'entraîne. Ça fait 17 ans que je m'entraîne comme si j'avais 20 ans. Je passe la porte, j'ai toujours la niaque. Et là, j'arrivais à un point où j'avais plus envie de m'entraîner. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, et ça fait rebondir un peu sur tous les sujets qu'on a abordés précédemment, avec toutes les informations qu'on a sur Instagram, et trucs comme ça, où tu as des mecs, ils sont hyper pointilleux, ils vont te développer tout et n'importe quoi en pouvant te justifier que pourquoi il faut faire tel volume, tel truc. Je suis d'accord avec tout ça, mais on en oublie quand même quelque chose de fondamental pour moi, et c'est pour ça que je le répète à chaque fois à mes coachés, c'est l'adhérence. Si tu n'aimes pas t'entraîner, tu peux me mettre le meilleur programme du monde, hein. C'est x5. Regarde, je vais te prendre un exemple vraiment vulgaire pour que tout le monde comprenne bien. Si demain on nous dit que pour faire PR plus 50 au squat, il faut faire 3 séries de 100, est-ce que tu vas le faire? Bah, je pense pas, parce que des séries de 100, ça va te dégoûter de l'entraînement. Et on en oublie ça, on en oublie qu'il faut prendre plaisir à s'entraîner. Et moi, en fait, depuis 17 ans, bah, je m'entraîne et je fais des choses qui me plaisent. Alors, bien évidemment, il y a toujours un petit pourcentage de choses qui vont pas te plaire dans ta programmation. C'est inévitable, surtout si tu veux performer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut pas oublier, c'est le street lifting, d'accord? Donc, on va pas gagner de l'argent avec ça. Donc, si tu fais que des choses qui te plaisent pas à longueur d'année, sur le long terme, tu vas pas tenir. Donc, quand tu as des gens qui viennent te dire ça, oui, ok, d'accord. Mais c'est un peu, moi, ce que j'appelle des étoiles filantes. Ils vont faire les meilleures choses, les plus qualitatives, mais pendant 2 ans, tu vois, ils vont s'entraîner à fond. Et puis, 2, 3 ans plus tard, il devient quoi, lui? Ah bah, je sais pas. Alors que, tu vois, enfin, moi, j'ai 34 ans, je suis toujours sur les plateaux et j'ai toujours la niaque de vouloir m'entraîner. Alors, c'est vrai que c'est peu commun, ma façon de m'entraîner, mais ça me plaît. Voilà. Alors, effectivement, je passe peut-être 1 heure et demie à faire du squat, à faire mes 9x1, mes trucs comme ça. Mais je suis là, ça me dégoûte pas, tu vois. Alors que quand je m'étais à un moment donné sur les 2 mois que je te parlais, là, je m'étais programmé un 3x4 ou un 2x4, tu vois, un truc vraiment léger pour remettre un peu plus de volume. Ouais, laisse tomber. Je partais pour aller à la salle. J'ai dit, oh, putain, fais chier de faire un x4. Ça. Je n'étais pas motivé, vraiment pas motivé. Et donc, c'est ça, tu vois, que je reproche un petit peu, c'est qu'on oublie le facteur numéro 1, c'est l'adhérence. Tu peux avoir le meilleur programme du monde. Si tu n'adhères pas à ce programme, tu ne vas pas progresser. Et après, il ne faut pas se comparer aux autres. Mais lui, il progresse avec ça. Oui, mais parce que lui, il aime bien faire ça. Toi, si tu n'aimes pas faire ça, tu ne vas pas progresser. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que la science, a un petit peu là-dessus, elle est, comment dire, c'est pas assez unanime, c'est pas assez tranché, comme quoi l'adhérence, c'est le facteur numéro 1. Pour moi, à force maintenant, comme toi, je pense que ça fait, tu dois avoir pas mal de retours d'expérience là-dessus. Mais je vois bien que quand un athlète, il adhère pas à son programme, sur papier, c'est censé être le meilleur programme pour lui à ce moment-là, de façon contextuelle, ça ne fait pas progresser, quoi. Donc, à un moment donné, il faut se remettre aussi soi-même en question, tu vois. Et c'est là où moi, je voulais aborder le sujet avec toi. C'était, est-ce que la planification, la programmation, ça doit toujours être un peu euh, avec des codes qui sont bien régis, quoi. Par exemple, comme je t'ai dit, le off-saison, pardon, le off-saison, c'est forcément du volume. Voilà. Et en compétition, tu mets moins de volume, tu mets plus d'intensité. Est-ce que forcément, on doit respecter ce dogme-là? Tu vois. Moi,
C'était comme ça que je voulais l'aborder, parce que à l'heure actuelle, il y a quand même plusieurs moyens pour respecter ces dogmes-là, donc faire du volume, sans être vraiment sur du volume. Je m'explique. Par exemple, si en off-saison, tu dois faire un x6, que tu n'aimes pas faire du x6, bah, tu pourrais très bien faire un cluster où tu fais des micro-séries de 2 répétitions et psychologiquement, l'approche n'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, j'ai un peu Mm. beaucoup parlé, mais je me doutais que tu allais me Non, poser c'est cette bien. Non, c'est bien parce que moi, je voulais que tu développes vraiment et je voulais avoir ton retour là-dessus. Et moi, je trouve aussi que de toute façon, on parle toujours sur ce podcast de l'aspect long terme. Et c'est ce qui va vraiment créer du résultat. Et s'il n'y a pas d'adhérence, s'il n'y a pas de plaisir à l'entraînement, il y a pas d'aspect long terme qui tienne. Donc finalement, il n'y a pas de résultat. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut vraiment que vous communiquiez avec le coach. Après, par exemple, nous, dans nos programmes d'entraînement, il y a un questionnaire pour savoir justement si la personne, elle a aimé s'entraîner, etc. C'est hyper important d'avoir ce feedback-là. Euh, Parce que c'est vrai, on le remarque, les moments où il y a le plus de progression, c'est où l'athlète est le plus investi, le plus focus, prend le plus de plaisir et en fait dans une dynamique positive. Quand il est dans une dynamique négative, c'est vrai que si tu optimises vraiment tout l'entraînement, il n'y a rien qui va se passer, hein, parce que le mec, il va pas faire d'efforts. Va pas faire d'efforts à l'entraînement. Donc là-dessus, moi, je suis assez d'accord. Après, ouais, tu disais, dans l'entraînement, il y a souvent des choses qui nous plaît moins de faire. Par exemple, moi, je le dis, à un titre perso, aujourd'hui, à 38 ans, si je pouvais me passer de faire des assistances, j'en ferais plus, hein. Parce que c'est vraiment un truc qui me saoule. Mais d'ailleurs, tiens, je vais dire un truc à nos auditeurs que j'ai jamais dit en public. Je l'ai déjà dit à plusieurs personnes. C'est que, par exemple, sur le squat, je ne fais plus d'assistance depuis 2 ans et demi. Et j'ai jamais autant progressé depuis que je fais plus d'assistance. Alors, moi, je l'explique un peu différemment que du fait que je prends plus de plaisir à me concentrer sur les exos de comp. C'est aussi parce que bah, moi, avant ça, je me suis tapé plus de 10 ans de muscu. Et donc, musculairement, on va dire, je suis construit, hein. Je ne vais pas pouvoir encore prendre 10 kilos de masse musculaire. Et en plus de ça, ça génère quand même de la fatigue, les assistances. Et en fait, il semblerait que, bah, vu que j'ai une fréquence x3 de squat, avec des variations, etc., bah, il semblerait qu'aujourd'hui, aussi à mon âge, d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve souvent chez les athlètes confirmés, plus tu avances dans ta pratique, moins tu as besoin d'assistance et moins tu as besoin de volume, généralement. Et bah, il semblerait que moi, ça me convienne. Mais ça, je l'ai découvert un petit peu par hasard, hein. Je vous dis pas, vous, demain, vous faites plus d'assistance et vous allez exploser sur le squat. Probablement que non, hein. Donc, faites attention là-dessus. Mais du coup, voilà, j'ai testé ça. C'est un truc qui me convient. En plus, je gagne du temps parce que franchement, faut dire ce qui est. Ça, on en parlait en off l'autre jour. C'est que c'est extrêmement chronophage. On est vraiment sur des séances qui durent très longtemps et tu fais tes exos de comp, tu es déjà cuit. Et après, il faut se taper les assistances. Et des fois, bah, c'est là qu'il y a un dégoût un peu, hein. Et du coup, moi, le fait de cutter les assistances sur le bas du corps, bah, ça me dégage beaucoup de temps. Et donc, du coup, ça me rajoute du plaisir parce que je me dis, ah, au moins, je n'ai pas passé 4 heures à la salle, je me sens mieux. Donc, ça rejoint quand même pas mal ce que tu as dit. Après, sur le squat, ça fonctionne bien. Mais par exemple, j'ai vu que sur le haut du corps, en tout cas chez moi, ça fonctionnait pas. Parce que j'ai déjà, tu vois, dans des périodes de rush où j'avais beaucoup de travail, j'ai fait sauter toutes les assistances. Bah, c'était des moments où je progressais quasiment pas, quoi. Enfin, je progressais même pas d'ailleurs, hein.
Voilà. Enfin, faut nuancer. Et tu disais donc prendre enfin des fois prendre sur soi sur des choses qu'on n'aime pas vraiment pendant la séance. Et je dirais que des fois, faut aussi quand même, pour rajouter encore de la nuance, prendre sur soi sur des périodes moyen long terme à faire des choses qu'on n'aime pas trop. Euh, par exemple, euh, Par exemple aussi, pour prendre mon cas perso, et c'est le cas de beaucoup en réalité, le volume sur les tirages, ça fonctionne quand même plutôt bien. Pour après que ça soit transposable sur des intensités plus élevées et des rep range plus faibles. Et du coup, moi, j'aime pas le volume. Moi, je suis comme toi, hein. Je pense que de toute façon, quand t'aimes fondamentalement la force, t'aimes pas trop le volume. Donc, et en fait, nous, je pense que, tu vois, par exemple, tu sais, des fois, j'ai des athlètes qui viennent de la muscu et qui veulent retrouver ces sensations de congestion, de brûlure musculaire, de sensation. Et en fait, nous, dans notre sport, c'est vrai qu'il y a très peu. Il y a très, très peu de ça. Et sur une single au squat, par exemple, tu peux pas avoir ce genre de sensation, en fait. C'est des sensations qui sont complètement différentes de la force endurance ou de l'hypertrophie et aussi totalement différentes de l'endurance fondamentale, comme quelqu'un qui court. Bah, lui, peut-être ce qui va le faire kiffer, c'est transpirer, s'arracher, vraiment aller jusqu'au bout de l'effort, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment des façons de prendre du plaisir qui sont totalement différentes. Et d'ailleurs, ça, on a fait un podcast hier avec l'équipe, là, et on parlait aussi des gens qui se rendent compte avec le temps qui ne sont pas faits pour la force et le street lifting, parce que c'est des façons de s'entraîner qui sont très spécifiques et en fait, si toi, t'aimes le fait d'être congestionné, etc., bah, honnêtement, oui, tu vas peut-être pouvoir prendre un peu ton kiff sur les assistances. Et encore que, mais si vraiment toi, c'est ton focus, tu vas pas t'épanouir. Et pareil, si 5 minutes de récup, ça te fait chier. Mais pour moi, alors ça, et après je parle beaucoup, je te redonne la parole, Romain. Ça, pour moi, c'est le mec qui a jamais vraiment forcé, qui se fait chier au bout de 5 minutes. Parce que je peux te dire que si tu forces 5 minutes, Ouais. même des fois, c'est même pas assez pour que tu récupères et tu es bien content d'avoir 5 minutes. Donc pour moi, le mec qui dit ouais, mais putain, je me fais chier, tu m'avais mis 5, j'ai pris 2 minutes, ouais, c'est-à-dire que tu te branles à l'entraînement, quoi. Enfin, voilà, donc On est je, d'accord. je suis parti un peu dans tous les sens, mais ouais, je pense voilà, faire des trucs qu'on aime un peu moins aussi sur le long terme, faire des phases où il y a un peu plus de volume et tout, des fois quand même, si vraiment toi, ta volonté, c'est de progresser, ça peut quand même être bénéfique et des fois, il faut prendre un peu sur soi. Voilà quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, attention, c'est quand même contextuel, hein. C'est-à-dire, déjà, je suis pas arrivé à ce stade-là comme ça. Pour reprendre en compte, quand même, ça fait 17 ans que je m'entraîne. J'ai une grosse partie, comme je l'ai dit, militaire, où j'ai pas eu le choix de pratiquer des activités qui me plaisaient pas concrètement. Donc moi, la partie contrainte, tu vois, je l'ai vécu pendant un long moment, tu vois. Donc, tu vois, c'est aussi vachement contextuel par rapport à la personne à qui tu as en face de toi, tu vois. Si tu as un Ouais, gamin de 17 ans, ça fait 2 mois qu'il fait du sport, et dire, oh, ouais, ça fait 2 semaines que tu m'as mis du x4, j'aime pas faire ça, euh, calme-toi. Calme-toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose que, bah, par exemple, que bah, je reprends mon cas où j'ai pas eu le choix de pratiquer, par exemple, du sport de combat pendant 6 mois d'affilée. Euh, ouais, tu vois, les contraintes, c'est bon, quoi. C'est pas la même ouais, chose, quoi. ouais. Ouais. Donc l'aspect plaisir, vraiment hyper important. Et justement, comment, quand toi, tu t'entraînes, en plus, toi, j'ai vu, tu t'entraînes souvent tout seul ou avec ta femme. C'est un truc que tu as toujours fait, t'entraîner tout seul ou où il y a des périodes où quand même tu t'es entraîné à plusieurs?
Non, majoritairement, c'est seul parce que, du coup, c'était dans mes unités d'affectation. Et Hmm. donc, ça arrive que tu aies quelques personnes, mais c'est vrai que, en fonction des emplois du temps de chacun, en fait, on se retrouve quasiment jamais tous ensemble. Donc, au final, là, par exemple, en plus, moi, je suis au bureau des sports. Donc, maintenant, le matin, j'encadre une séance. Donc, du coup, moi, j'encadre pendant que eux font sport. Mais après, eux, ils vont travailler. Et c'est là, moi, où après, je peux m'entraîner. Donc, forcément, moi, je m'entraîne quand tout le monde est en train de travailler. Donc, en fait, non, j'ai toujours vécu un peu ça où je m'entraîne seul. Maintenant, parfois, c'est vrai que quand tu es en plein mois de décembre, qu'il fait 3 degrés dans la salle, tu aimerais bien avoir plusieurs personnes pour avoir un peu cette émulation de groupe, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai tellement pris goût à être tout seul que maintenant, j'aime bien. Tu vois, par exemple, quand j'ai pas le choix, que je me retrouve dans des salles commerciales, j'aime pas. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu espionné, etc. J'aime bien être tout seul dans ma bulle, mes petits écouteurs. Voilà, comme ça, quand je réussis, je suis content, je suis fier de moi-même. Quand je réussis pas, je peux taper sur les murs, il n'y a pas de souci. Donc, donc voilà, non, maintenant, je préfère largement être seul, tu vois, ou avec ma Ok. femme. Ah, ok. Et comment tu vois justement la suite de ta pratique, toi, Romain, dans les années à venir, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que tu penses que tu vas toujours t'entraîner comme tu t'entraînes aujourd'hui? C'est marrant, t'abordes tous les sujets que je voulais aborder avec toi, quoi. Hein. Ouais, c'était On s'est pas un peu. concerté avant, hein. Ouais, non, c'est clair, hein. Tu m'as dit prépare 2 sujets, j'en prépare 2 et puis on verra le jour J, quoi. Et en fait, moi, le sujet, c'était de façon un peu plus large, c'était est-ce qu'on peut toujours s'entraîner de la même façon à 20 ans, à 30 ans et plutôt à 50 ans quand il y a un peu le déclin, même si la science n'est pas vraiment unanime à savoir si c'est 35, 40, 42 ans, etc. On sait qu'il y a forcément un déclin. Voilà, au niveau hormonologie, tout ça, on récupère moins bien, etc., etc. Et je pense que comme toi, tu as eu affaire des fois à des personnes d'un certain âge où tu vois, ils ont des physiques, mais franchement, ouah, tu te dis, j'aimerais bien être comme ça à cet âge-là, quoi. Et moi, j'ai quand même pu en rencontrer plusieurs, en plus, notamment à l'armée, tu as tout âge, tu vois. Et en fait, j'arrive quand même au constat suivant, quand même, qu'à partir, ouais, moi, allez, je dirais une limite quand même assez large, je dirais 50 ans, euh, il faudrait quand même un entraînement. Enfin, je ne précise pas la fréquence, mais quand je dis un entraînement, c'est au moins une base de force, une base de cardiovasculaire. Et moi, c'est là où je voulais aussi rebondir par rapport à toi, par rapport à l'aspect cardiovasculaire. Et un entraînement style croisé, style un peu crossfit, mais pas crossfit dans le sens crossfit, c'est plus dans le sens où il faut apprendre à ton corps à bouger dans tous les sens. Parce que c'est vrai qu'à 20 ans, si tu fais pas de burpees pendant 3 mois, tu t'en fous en fait. Tu pourras très bien faire des burpees à 21 ans, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu as 50 ans, passer de 50 à 55, si tu fais pas tous les mouvements où ton corps est prédisposé pour les faire, je pense que tu vas commencer à te retrouver avec des raideurs. Donc, pour moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra que je diminue un peu plus la force, parce que le cardiovasculaire, je le travaille toujours. J'aime bien courir. Mais par contre, c'est vrai que les entraînements croisés, ça fait un petit moment que j'ai arrêté. Avant, je pratiquais beaucoup le CrossFit et maintenant, c'est vrai que j'en fais plus du tout, quoi. Donc, je pense que je sais pas à quel âge, je pense que ce sera un déclic, hein. Je pense qu'à un moment donné, je verrai que mon corps est plus capable d'encaisser 2, 3 séances de squat par semaine, etc. Puis même, peut-être que personnellement, il y aura moins de motivation pour aller sur des plateaux, pour faire du street à proprement parler, hein. Mais du coup, ouais, moi, je vois comme ça mes entraînements quand j'aurai 50 ans. Si je me vois à 50 ans, je dirais un entraînement de force, un entraînement cardiovasculaire et un entraînement croisé. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est un peu le constat que je vois qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Ouais, alors en tout cas, personnellement, ça fait. Alors moi, je fais pas vraiment du cardio à proprement parler. Je fais beaucoup plus de marche, même des fois de la marche quand même rapide. Je transpire à la fin des peut-être 1 heure de marche, 1 heure et demie. Enfin, j'essaye de faire en ce moment-là 10 kilomètres par jour, ce qui correspond à 12 000, 13 000 pas en ce qui me concerne.
Et ça a vraiment un aspect très positif sur ma récupération, mon bien-être, mon sommeil. Par contre, j'ai déjà fait l'expérience de courir. Et là, par contre, comment dire, c'était beaucoup plus problématique, surtout sur les articulations. Et au niveau du squat, il prenait une claque monumentale, le squat. Donc ça, moi, je peux. Après, je précise que je suis assez lourd quand même. Je fais plus de 100 kilos, donc je pense que ça doit un petit peu jouer aussi, forcément. Donc ça, pour moi, je pense que quand tu vieillis, la part du cardio, je pense qu'elle doit prendre plus de place, effectivement. Et je pense qu'on en vient un petit peu tous au même constat de manière instinctive aussi, hein. C'est pas prémédité des fois. Moi, je vois par exemple mon pote Rudy qui s'est plutôt orienté vers maintenant l'Irox. Il avait fait comment dire, du kayak pas mal, etc. Et on s'oriente plus là-dessus. Après, je pense que toi, comme moi, on a la chance d'être assez préservé au niveau des blessures. On n'a jamais eu des blessures qui étaient incapacitantes, enfin, des grosses blessures, quoi. Moi, perso, j'en ai jamais eu. Je pense que là-dessus, il y a quand même une part de génétique, hein, parce que quand je vois des mecs faire tout bien faire et quand même se blesser, je me dis que il y a quand même des choses qui sont un peu écrites d'avance. Euh, Après, je pense que toi comme moi aussi, on a fait des activités qui nous ont construit physiquement, musculairement, articulairement, et que en fait la force est intervenue assez tardivement dans notre parcours sportif, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, puisqu'il y a des gens qui commencent par la force. Euh, alors moi, je sais que par exemple, tu vois, quand j'ai commencé la muscu, déjà nous on disait qu'il fallait 10 ans de pratique pour avoir un bon physique, etc. Et même pour faire de la force, c'était assez peu commun qu'il y ait des gens qui commencent juste par la force. Je te parle de ça il y a 15 ans. Souvent, les mecs, qui faisaient de la muscu avant, hein. C'est, c'est un truc un peu à la mode en ce moment de. Je dis pas que c'est pas bien parce que tu peux faire un petit peu des entre-deux, avoir une part de l'assistance qui est beaucoup plus importante que les mouvements de pompe. Mais je trouve que aussi, c'est ce qui nous a sûrement préservé et fait qu'on a une longévité dans le sport. Et je pense que la longévité, avant tout, c'est le kiff, le plaisir de s'entraîner. Parce que bah, toi comme moi, j'en ai vu hein, défiler des gens, des dizaines, des centaines de pratiquants, que ça soit en muscu classique, que ce soit même en street lifting. Comme tu dis, des étoiles filantes. Les mecs, tu les vois 2 ans, ils explosent. Tu les revois plus du jour au lendemain. Tu prends de leurs nouvelles et en fait, les mecs, ils ont même des fois complètement arrêté le sport ou ils ont fait un autre truc ou quoi. Et moi, j'en ai vu des centaines et des centaines et des centaines, quoi. Donc, je pense que le plus important, c'est prendre du plaisir parce que c'est ce qui va faire que vous entraînerez longtemps et que vous atteindrez aussi peut-être même des performances que vous aviez jamais imaginé atteindre. Parce que moi, quand j'ai commencé le sport, jamais un jour je m'étais dit que j'allais atteindre ce que j'atteins aujourd'hui sur certains exos et ça me paraît normal maintenant, quoi. Donc, Mm. il y a ce truc de mérite aussi. Enfin, c'est un kiff aussi de se dire putain, j'ai construit ça pendant des années. Parce que tu vois, le fait d'avoir très rapidement, parce qu'on en voit aussi des mecs extrêmement doués qui progressent à une vitesse phénoménale, mais en fait, ils atteignent un palier très très vite. Et d'ailleurs, c'est souvent ces mecs-là qui arrêtent. Je sais pas si tu as remarqué. Mm. Ces mecs-là qui durent pas longtemps. Moi, j'ai plein de souvenirs, surtout de mecs dans le power en tête, qui ont progressé très très vite et qui ont arrêté très très vite aussi, qu'on voit plus du tout, quoi. Et souvent, c'est les mecs, quand même, j'ai l'impression, un peu moins doués, qui doivent un petit peu plus galérer, travailler, qui durent plus longtemps. J'ai l'impression, quand même.
Ah ouais, complètement. Mais ouais, c'est vrai, ça fait rebondir sur ce que tu disais. C'est que je pense que tu as déjà eu ce type de coaché qui vient, qui te pose la question, mais j'aurai combien au DIPS dans 3 mois, dans 6 mois? En fait, tu vois, si tu vois, la vision, elle est très. Enfin, pour moi, c'est assez court-termiste, tu vois. Moi, je me dis, enfin, si tu peux faire des projections, mais tu vois, sur le squat, par exemple, je me souviens que quand je me suis vraiment mis au squat, je me dis, putain, j'aimerais bien dans 3 4 ans faire 200 kilos au squat, quoi. Bah, maintenant, on y est, puis ils sont passés. Et là, je me dis, putain, j'aimerais bien dans 5 6 ans, bon, je suis optimiste, hein, mais j'aimerais bien avoir les 300 kilos au squat, quoi. Tu vois. Et en fait, les gens, je pense que la mode des réseaux sociaux n'aide pas, hein. On veut tout de suite. Forcément, on voit le copain qui devient champion de France ou champion du monde, etc. On se dit, ouais, moi aussi, je suis pas très loin de lui. Je pourrais faire cette barre dans quelques mois. Ouais, mais en fait, vous pensez trop court-termiste et du coup, bah, si vous atteignez pas vos objectifs dans le temps imparti que vous vous êtes fixé, bah, vous finissez dégoûté. Et ce qui se passe en général, c'est que les gens, au bout de 1 ou 2 ans, c'est un peu comme ceux qui se font des régimes au mois d'avril pour avoir le six-pack pour l'été, tu vois. Ils vont être à fond pendant 3 mois et puis au mois de septembre, plus de nouvelles, quoi. Mort pour la France, quoi. Donc, donc ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Les gens ne voient pas assez loin pour moi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que quand vous commencez, la force, hem, en fait, faut se dire que vous allez aller là-dedans pendant plusieurs années, quoi. Enfin, Mm. c'est une mission de plusieurs années, c'est pas quelques mois. Donc voilà, faut s'armer de patience et c'est ça qui est beau aussi, c'est que, bah, ça prend du temps et du coup, on savoure nos efforts, nos résultats surtout et donc voilà. Est-ce que toi d'ailleurs, Romain, tu avais une question à me poser ou je t'ai pris toutes les questions? Alors, enfin, le deuxième sujet, on a commencé à l'aborder, c'était par rapport au cardiovasculaire, mais en fait, je voulais mettre un petit peu en corrélation. C'est-à-dire que j'ai vu dans ton dernier post, là, d'Aaron Solide, très bien, c'est d'ailleurs ce concept-là, que tu parlais de ta bague, là, pour le sommeil. Donc, très bien, toi, je vois que tu essayes de vraiment optimiser cette partie-là. Donc, tu as commencé à l'aborder, donc je pense que la question, elle est un peu répondue, mais penses-tu pas que en, en incorporant des sessions de cardio, parce qu'en fait, oui, c'était là, pardon, je remets un peu dans l'ordre aussi. Euh, J'avais vu aussi dans un de tes podcasts, tu me corriges si je dis pas de bêtises, mais que tu trouvais que l'entraînement cardiovasculaire n'avait pas sa place dans une programmation de street lifting. Voilà, Ouais, donc c'était ça. Je voulais te faire rebondir par rapport à ça ouais, et de mettre en corrélation aussi avec l'aspect récupération. ouais. En fait, c'est ce que je te disais, je pense que c'est quand même très individuel. Heu Et souvent, en fait, ce qu'on entend par cardio, des fois, c'est du cardio, on va dire, à trop haute intensité qui perturbera beaucoup, qui interférera, beaucoup sur la récupération en street lifting et c'est pour ça, limite, que je préfère dire, «Ne faites pas de cardio», Mm, parce qu'en fait, tu sais, c'est aussi ce truc de vouloir tout faire en même temps, vouloir être bon partout et bon nulle part. Déjà, concentrez-vous d'abord sur l'entraînement de street lifting et après, si vous pouvez, essayez de voir comment vous réagissez avec du cardio. Mais en fait, je préfère, dire ça dans ce sens-là. Je parlais aussi de l'aspect, par exemple, sur de la course à pied, vu qu'il y a quand même, pas mal de comment dire? De chocs à la réception, ça peut quand même, bien flinguer les articulations. C'est aussi pour ça qu'il faut aller progressivement. Faut faut pas faire un 10 kilomètres alors qu'on n'a pas couru depuis 2 ans, quoi, en gros. Enfin là, j'extrapole, hein, vachement. Mais, donc voilà et par exemple, à titre perso, là, je prends mon cas perso et je vais prendre aussi le cas d'autres personnes. Je trouve que, par exemple, la marche est beaucoup moins, impactante sur les articulations, le système nerveux et cetera et aura des bénéfices qui seront quasiment équivalents
que, par exemple, je sais pas moi, un 5 km ou un fractionné, même si ça fait pas travailler le cœur de la même façon, mais vous en tirerez aussi des gros bénéfices et justement, il y aura pas d'interférence en fait avec votre pratique du street lifting. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'il faut faire vraiment très attention quand vous voulez incorporer du cardio à ce que ça empiète pas sur votre pratique initiale. Euh, En revanche, par exemple, par exemple, l'été, je fais beaucoup de chasse sous-marine, comme tu sais. Et la chasse sous-marine, si vous ne savez pas, eh ben, en fait, on reste dans l'eau. Alors, on a une combinaison et tout, on ne sent pas du tout le froid. Mais on palme pendant des heures, des fois 2, 3 heures. Et donc, en fait, c'est très cardio et on transpire, hein. On ne le sent pas parce qu'on est dans l'eau, mais on transpire. Je vois quand même que, tu vois, quand je fais ça l'été, je vois que ça impacte potentiellement un peu plus ma pratique. Par contre, d'un point de vue santé, je le vois notamment au niveau de mon rythme cardiaque au repos. J'ai une VO2 max qui est beaucoup plus important que l'été grâce à cette pratique que l'hiver. Donc en fait, je me sens plus en forme, mais plus impactant sur la pratique. Tu vois, en fait, tu sais, de toute façon, même le street lifting, si tu isoles juste le street lifting, c'est toujours une question de priorisation, de quantité, de tout ça. Moi, j'aime toujours prendre l'exemple du verre d'eau. Tu vois, au début de ta journée, tu as un verre d'eau qui est rempli, c'est ton énergie, et puis tu viens piocher dedans, tu as ton entraînement, tu as ce que tu fais, machin et tout. Et du coup, c'est toujours ça il faut toujours faire gaffe, en fait, tester, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et pour finir, pour prendre l'exemple justement de coacher que j'ai, euh, bah, euh, en fait, quand même, quand la marche chez tout le monde, c'est ce qui fonctionne vraiment très très bien. Et quand ils veulent faire trop de cardio, je le vois aussi même sur des plus jeunes, hein, des mecs de 20, 25 ans, des hommes, des femmes. Et en fait, ça impacte. Et moi, je leur dis, par exemple, tu vois, quand on arrive sur une phase de prépa, une compète, justement, vraiment diminuer et voir après, en fin de prépa, complètement mettre de côté le cardio parce que ça impacte trop sur la récup. Donc, en fait, le cardio, génial pour l'aspect santé, l'aspect longévité, l'aspect plaisir aussi, hein. On peut en revenir là-dessus parce que il y a beaucoup de gens chez qui adorent faire de la force, mais qui adorent aussi faire du cardio. Donc, ces gens-là, peut-être qu'il faut garder le cardio à l'année, mais il faut leur dire aussi, bon, peut-être que effectivement, tu progresseras un tout petit peu moins vite que des mecs qui font que ça. Donc, en fait, c'est pas évident. Et c'est ce que tu disais aussi en tout début de podcast, c'est qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Et la pratique, en fait, ça tue la théorie, en fait, hein. Parce que quand tu as un gros échantillon de personnes que tu as testé dans la pratique, en fait, tu l'as ta théorie, hein. Donc, voilà. Je suis entièrement d'accord. Tu as tout résumé. En fait, tu as exactement tout résumé. C'est toute une question de fréquence, de volume, de progressivité. En fait, souvent, moi, quand j'ai des gens des coachés et qui me demandent d'intégrer ça, en fait, ils sont surpris comment je l'intègre parce qu'ils s'attendent à faire des 30 minutes non-stop dès le départ. Mais en fait, non, si tu n'as jamais couru de ta vie, tu peux pas te comparer à moi qui cours depuis qu'il y a 17 ans, tu vois. Donc, tu peux pas. En fait, du coup, moi, le protocole, c'est le protocole très simple de quelqu'un qui n'a jamais couru de sa vie. C'est-à-dire que je vais lui faire faire de la course pendant 1 ou 2 minutes, et puis il va marcher pendant 2 ou 3 minutes. Et puis, tu vas faire ça 5 fois, et puis c'est tout, une fois par semaine. Et ça, tu vas le faire pendant 1 an, peut-être 2 ans, en fonction de comment il réagit l'athlète. Tu peux peut-être augmenter un petit peu le volume de chaque micro-série. Mais en fait, voilà, tu as très bien résumé, c'est que tout est une question de progressivité, c'est surtout ça. C'est sûr que si tu pars sur un 5 km à fond dès le départ, que tu n'as jamais couru de ta vie,
bah, c'est sûr que le lendemain, tu ne vas pas pouvoir squat. Hein. Ben, moi, à l'heure actuelle, hein, si moi je fais que de la zone 2, tu vois, que de la basse intensité, là, vu que je suis en prépa complète, tu vois. Là, si je me fais un 10 fois 400 comme j'aimais bien faire avant, bah, le lendemain, je peux pas squat 200, quoi. 10 Donc, fois 400, putain, c'est l'enfer, ça. Hein. ah bah ça, c'était quand j'étais en club d'athlé, en retour de saison, c'était ça. Tu commençais 10 fois 400, récup une Ah, minute. c'est C'est horrible, horrible. horrible. C'est Si des gens nous écoutent qui connaissent un peu ça, je peux vous dire que vous finissez ah ouais. très mal, très mal. Bah, je pense que Captain, il doit savoir, lui, hein. Mais et ouais, c'est horrible, ces trucs-là. Ouais. Ok. Et alors, toi, justement, pour conclure un peu tout ça, qu'est-ce que tu dirais à un mec, toi, je sais pas, aller entre 27 et 40 ans, qui a jamais fait de force et qui se dit que c'est trop tard pour lui, c'est un truc de jeune, non, c'est foutu, quoi. J'aurais dû faire ça avant. Tu lui dirais quoi à ce mec-là ou à cette femme-là? Mais non, mais en fait, il est jamais trop tard. Il faut juste apprendre à se laisser le temps. Surtout à l'heure actuelle, les gens, ils veulent tout de suite, comme on le disait tout à l'heure. Mais en fait, non, tu te fixes des petits objectifs intermédiaires. Tu vois, bah, si je reprends mon exemple de squat, là, où, bah, du coup, en fait, ça fait 3 4 ans que je me suis mis vraiment au squat low bar. Ouais, ouais, allez, on va dire, pour prendre plus large, on va dire 5 ans. Donc, au final, là, je vais avoir 34 ans. Donc, j'ai commencé le squat low bar à 28 ans, quoi. Hmm. Et là, maintenant, je suis à 2,50. Donc, en fait, il est jamais trop tard. Enfin, 28 ans, c'est pas vieux non plus, c'est pas ce que je dis là. Mais comparé à des jeunes là, qui commencent à 17 18 ans, bah, c'est vieux, en fait. Enfin, Hmm. le profil compétitif que j'ai, il est carrément vieux comparé à ceux qui arrivent, quoi. Donc, en Hmm. fait, non, il est jamais trop tard. Mais il faut juste euh, pas espérer trop tôt dès le départ. Se dire, ouais, je veux 300 kilos ou je veux faire champion de France ou je sais pas quoi. Non, tu pars d'un postulat et tu dis, OK, bah, de ce postulat-là, je veux progresser jusqu'ici, puis ici, puis dans 5 ans, j'aimerais bien être là, puis dans 10 ans, j'aimerais bien être là. Et là, comme ça, tu construis quelque chose et tu te laisses. En fait, moi, les compétitions en streetlifting, initialement, je pensais même pas en faire, hein, honnêtement. C'est juste quand je me vois progresser, je dis, ouais, ça peut être sympa, je vais rencontrer du monde. OK, c'est sympa, je progresse. Et puis, au fur et à mesure, tu continues de progresser. On dit, ah bah, je fais un petit podium, je finis troisième, c'est sympa. Tu continues, tu t'investis de plus en plus. Mais initialement, je me suis jamais vu faire des compètes, hein. Donc Hmm. voilà, c'est juste que j'ai apprécié le processus tout au long de ces 17 années où j'ai toujours fait du sport, quoi. Et peu importe Hmm. la discipline, quand je faisais de la course à pied, hein, bah, comme je reprends ces 400 mètres, je voulais à tout prix passer sous la minute aux 400 mètres. Et bah, je me Hmm. suis buté, et puis j'ai réussi à le faire, et puis j'ai toujours continué, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il faut Ouais, pas trop attendre dès le départ et apprécier les processus, quoi. c'est Surtout, ça. non. C'est ça, faites et puis vous verrez où ça vous mène. Et le principal, c'est prendre du plaisir sur Ouais, la petite progression et pas être un mec, une personne qui est insatisfaite de tout. Enfin, kiffer les petites victoires en fait. c'est Kiffez ça. les petites victoires et voilà, prenez du plaisir et puis voilà. Mais effectivement, moi je suis comme toi. Le streetlifting, je m'y suis mis très très tard, vraiment très très tard, parce que je m'y suis mis, je crois, à 32 ou 33 ans. Donc vous voyez, si vous nous écoutez et que vous avez même 35, 40 ans, bah en fait, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard du tout, du tout. Donc voilà, Mm. ça sera le mot de la fin. Merci encore Romain. Est-ce que justement, donc on peut te suivre sur Insta? C'est quoi ton Insta? Comment ça s'écrit? Sad McCloud, S-A-N-T, tiré du bas, là, et McCloud, M-A-C-L-A-W. Ok. Voilà. Et sur t'as un site aussi, donc performance sportive. Exactement, voilà, où je parle vraiment de la performance sportive au sens large, mais aussi de façon spécifique, maintenant pour le street lifting, où j'aborde plein de notions. Voilà, donc si les gens veulent aller voir, il n'y a pas de souci. C'est de l'information gratuite. Ok. Et d'ailleurs, toi, tu prépares quelle compète? Je sais, mais c'est pour les auditeurs. Voilà, bah, moi je prépare la S-Cup 2026 du coup. Voilà. En Donc quel KT? moins de 87 maintenant. Merci, monsieur, merci. Il était temps.
Oui, exactement. Ouais. Eh oui, parce que tu as commencé le street, tu étais en quel KT? Moins de 80. Ouais. Moins de 80. Et je me suis forcé pendant beaucoup trop de temps à rester dans cette catégorie. Et c'est pour ça que maintenant, moins de 87. Et je pense même peut-être un jour moins de 94, si ça continue comme ça. Voilà, c'est bon ça. On Voilà. s'approche tout doucement des moins de 100, c'est bien. Donc, allez le suivre. Et puis moi, je suis très content de faire ce podcast avec toi. De toute façon, je te réinviterai pour d'autres émissions. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, bah, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Commentez, likez, partagez. Note de 5 étoiles sur Spotify. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao.